Donald Trump, ancien président des États-Unis d'Amérique et candidat du parti Les Républicains, a été victime d'une tentative d'assassinat le 13 juillet dernier alors qu'il tenait un meeting en Pennsylvanie. Face à cette situation, l'on se demande si les États-Unis seraient toujours un repère fiable de sécurité intérieure. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Nous en parlons dans cette autre édition de l'After News. Mais avant, marquons une pause, le temps de retrouver notre invité en plateau. De retour sur ce plateau, Dr Cole François, vous êtes notre consultant permanent. Bonjour, bienvenue. Merci Pythagore, bonjour et un bonjour particulier à tous nos millions de téléspectateurs. Alors, Dr Cole François, le gouvernement camerounais a revu justement le prix qui a été fixé pour la carte nationale d'identité. Ce prix passe de 15 000 francs CFA à 10 000 francs CFA, tel qu'annoncé par le ministre des Finances lors d'une session à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale du Cameroun. Dr Cole François, est-ce que cette décision du gouvernement camerounais intervient après les réactions qui ont été répertoriées, que ce soit par les hommes politiques, par la société civile ou alors par les Camerounais eux-mêmes sur le prix qui était 15 000 francs CFA fixé avant cette Assemblée générale de l'Assemblée nationale du Cameroun? Oui, il faut dire que nous avons tous été stupéfaits lorsque le projet, vous savez, quand une loi arrive à l'Assemblée nationale sous la proposition du gouvernement, on parle de projet de loi. Quand ce projet de loi est donc arrivé à l'Assemblée nationale et que l'opinion publique a été mise au courant, c'était le branle-bas général. Et vous savez, le pouvoir d'achat au Cameroun est devenu très très faible. Le panel aménagé ne fait que s'amoindrir. Du coup, on se demandait très bien comment ça va se passer. Les calculs ont été faits. Je crois que nous, on a fait une mission ici là-dessus où on disait qu'on était pratiquement à 15 500 francs, hormis les frais de taxi, oui, hormis les frais, n'est-ce pas, de rendez-vous. Et donc, les voix sont levées au sein de la communauté nationale, au sein, n'est-ce pas, des médias, des hommes politiques, pour estimer que ce prix qui était consenti par le gouvernement et la société gentille était très, très élevé. Maintenant, le ministre des Finances, lors de son passage, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, au cours de la session budgétaire entre le mois de juin et le mois de juillet, a été interpellé par les députés de la nation pour qu'ils puissent apporter des éclaircissements vis-à-vis de cette information qui circulait, parce que la loi, le projet de loi devait être voté et promulgué très récemment par le chef de l'État. Et donc, le ministre des Finances est donc venu clarifier quelque chose. Et je pense qu'il faut relayer l'information. Le prix de la carte d'identité est de 10 000 francs, toutes pièces comprises. Oui. C'est-à-dire que on ne met pas en dehors de cela les frais, n'est-ce pas, du certificat de nationalité, les frais de photo et autres légalisations, n'est-ce pas, l'acte de naissance. Donc, le montant des 10 000 francs englobe tous ces frais. Et aujourd'hui, on ne va pas les payer dans une quelconque banque, dans un quelconque comptoir. Les frais seront télédéclarés. Oui. Ça veut dire que vous faites votre télédéclaration comme on le fait aujourd'hui dans les lycées et collèges. Vous voyez, lorsqu'on fait les dossiers aujourd'hui, les frais de timbre sont télédéclarés. D'accord. Et vous pouvez donc payer par les différents services mobiles ou bien par la poste, par les voies qui seront naturellement indiquées très prochainement. Et donc, vous vous présenterez au niveau des services compétents, notamment les postes d'identification de la police, avec le document, le reçu de paiement, le reçu de paiement, qui sûrement aura un code QR ou un code barre. À partir du moment où vous présentez donc ce document, ainsi que votre carte, votre acte de naissance, oui, et le justif de votre profession, pour ceux qui sont enseignants, hommes en tenue, ainsi de suite, vous apportez donc ce justif. Et pour les femmes mariées, elles viendront avec les actes de mariage, surtout si c'est la première fois qu'elles seront en train de renouveler, de se faire établir la carte. Et donc, avec les 10 000 francs là, ce sera tout. Dès que vous présentez ces éléments-là, on prend en photo au niveau des postes d'identification et vous attendez 48 heures pour prendre votre carte qui n'aura plus de validité de 10 ans, mais par contre une validité de 15 ans. On peut dire que les remous qu'on a observés dans la société camerounaise ces 2 mois derniers ont quand même eu un écho favorable, ce qui a peut-être amené les gouvernants à revoir, n'est-ce pas, la procédure, puisque à l'époque on disait que
dans les 10 000 francs, 9 000 revenaient, n'est-ce pas, au prestataire et 8 francs revenaient à l'État camerounais. Mais maintenant, on comprend que l'État camerounais n'a pas seulement 1 000 francs parce que les timbres, par exemple, qui sont de 1 500 pour le timbre fiscal qui reviennent 2 fois et les frais des timbres communaux qui sont de 500 francs, l'État camerounais quand même gagnera quelque chose d'important dedans. Voilà, merci Dr Cole-François de rappeler toutes ces informations à l'attention du public camerounais. On ne va pas s'attarder sur cette information. Le titre a été annoncé tout à l'heure dans le cadre de cette édition de l'After News. On va aller du côté des États-Unis d'Amérique où la sécurité intérieure est inquiétante après justement la tentative d'assassinat contre le candidat des Républicains Donald Trump, ancien président américain. On en parle juste après ce reportage que nous propose notre reporter Colin Bécatal. Très méticuleux dans la protection des personnalités, cette réputation des États-Unis a été foulée aux pieds lors d'une attaque perpétrée contre l'ancien président Donald Trump. Sur le fait, il est préoccupant de savoir si c'était une mise en scène des républicains ou alors s'il s'agissait vraiment d'un assaut ennemi. C'est une attaque terroriste parce que on peut voir Donald Trump était un ancien président, il est revenu à reprendre sa place. Et c'est un pas un truc organisé, c'est un attaque terroriste. Il est d'abord ancien président. Hein? Il bénéficie d'abord d'une garde en tant qu'ancien président. Et de l'autre côté, de la garde en tant que celui qui veut postuler à la présidence des États-Unis. Mais s'il y a eu cette faille, ça veut dire qu'il y a des mécontentements, c'est tout ce que je dis. Comme c'est le cas partout dans le monde, une enquête a été annoncée. Il y aura une longue enquête pour savoir ce qu'il s'est passé exactement et comment l'individu a pu accéder au lieu. Quel type d'arme il avait. Cela va prendre vraiment des jours, des semaines et des mois d'enquête. Quoi qu'il en soit, c'est un échec pour le service chargé d'assurer la protection des chefs d'État américains. La Grande Amérique, gendarme du monde, le bouclier des faibles, a si facilement été prise au piège de l'intérieur par Thomas Matthew Cook, âgé de seulement 20 ans. Il est surprenant qu'en 2024, le temps en Amérique soit encore à prendre du recul. La fusillade survenue hier lors du rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie nous invite tous à prendre du recul, à faire le point sur notre situation et sur la manière dont nous allons désormais avancer. L'attaque menée depuis un immeuble situé à moins de 150 mètres de la tribune où était placée la cible devrait entretenir la réflexion des nations qui jurent au nom des États-Unis. La réflexion est d'autant plus soumise aux pays africains, alors même que les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et Bola Tinubu du Nigeria condamnent cet attentat. C'est à l'Alliance des États du Sahel que l'on va donner raison pour une position radicale vis-à-vis de l'Amérique et de l'OTAN, déjà désavouée pour des ambitions égoïstes et désormais peu crédible sur sa capacité à protéger, tant elle ne peut mieux se protéger elle-même. C'est donc opportunément qu'on dira tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà, merci à la réalisation pour cet élément de Colin Bécatal. Je me retourne directement vers vous, Dr Cole-François. Vous avez suivi le reportage de Colin Bécatal. Ici, on observe une tentative d'assassinat à l'endroit du président américain Donald Trump. En tant qu'Africain aujourd'hui, pour utiliser les mots du reporter, la Grande Amérique, le bouclier des faibles, quel est votre sentiment lorsque vous apprenez qu'un président de la République, un ancien président de la République comme Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat? Tout le monde a été surpris, les Américains en premier, étant donné qu'ils disposent de tous les moyens technologiques, scientifiques, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir détecter, pour pouvoir identifier, parce que ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas, c'est que, je vais prendre le cas peut-être des stades de football, vous voyez, les spectateurs que vous voyez dans les stades de football ne sont pas seulement conçus des spectateurs sains. Là, à l'intérieur, il y a les éléments des services secrets. Et ils ont des dispositions, je ne veux pas dévoiler les termes ici, mais ils ont des dispositions. On sait que si on a l'un ici, probablement à un angle de tel nombre de degrés et à telle distance, on a un second. Ça fait qu'ils quadrillent l'ensemble des spectateurs dans un stade, ce qui fait qu'ils peuvent anticiper sur la quasi-totalité des actes qui peuvent être posés, surtout s'il y a un chef d'État qui est, n'est-ce pas, dans le stade. Alors, je ne pense pas que les États-Unis qui ont la capacité d'élaborer même la modélisation de cette garde, parce que Donald Trump rentre dans
le sillage des anciens chefs d'État. Oui. Et en plus d'un candidat à l'élection présidentielle, déjà après avoir été presque investi par son parti républicain. À partir de ce moment-là, c'est le service secret qui est, n'est-ce pas, chapeauté par Kambale Chittel, qui s'occupe de sa protection ainsi que celle de sa famille et de ses enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, là en tant que chef d'État. Mais en tant que candidat à l'élection présidentielle, il a droit, n'est-ce pas, au service du Secret Service. En dehors de cela, il y a le FBI, il y a la CIA qui sont naturellement impliqués parce que, vous savez, l'élection comme aux États-Unis, on a peur de tout. Rappelez-vous qu'à la dernière élection, je crois, de Donald Trump, on avait accusé ces États d'avoir infiltré le service d'intelligence artificielle des États-Unis pour truquer les élections, ce qui n'est pas vrai. Oui. D'accord? Mais pour dire que les États-Unis ne peuvent pas prendre à la légère un certain nombre d'éléments, surtout que nous sommes au XXIe siècle, où les États-Unis ont l'obligation de s'affirmer au monde parce qu'il se passe. Pour ceux-là qui ont la quasi-totalité de la capacité de protection, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit maritime. Et vous voyez, les pays du Sahel, notamment ceux de la Confédération du Sahel, ont quand même récriminé les États-Unis au point où ils ont demandé, sur le cas, je crois, du Burkina Faso aux Américains, du Niger aux Américains de déguerpir. Pourquoi on les demande de déguerpir? Parce que leur présence dans ces États n'a jamais contribué à diminuer la rébellion. Au contraire, on s'est toujours demandé comment est-ce que les rebelles ont fait pour savoir les positions de l'armée alors que les Américains, les Européens et les Français qui sont dans ces pays étaient supposés aider les nations à combattre le djihadisme. Comme pour dire que aujourd'hui, les Américains sont face à leurs propres responsabilités. Docteur Claude-François, est-ce qu'on doit coller cet attentat qui est survenu le 13 juillet dernier à la capacité des États-Unis d'Amérique justement à protéger d'autres pays, les États-Unis d'Amérique qui se revendiquent grande puissance et bouclier des faibles? Ben vous voyez, il ne faut pas commencer à dire que vous allez nourrir, n'est-ce pas, tout un quartier, alors que dans votre propre maison, vos enfants pleurent de famine. Si les Américains sont capables de protéger le monde entier, qu'ils commencent par protéger Donald Trump. Mais vous savez, le cas de Donald Trump est quand même un cas typique. Donald Trump est un homme d'affaires. Ce n'est pas un feuille de la politique comme on peut voir. Il n'est pas né politicien. Il n'a pas forgé ses armes dans la politique comme l'ont fait les autres. Ce qui fait que son ascension même en 2016 au niveau, n'est-ce pas, de la magistrature suprême américaine avait surpris plus d'eux. Et on sait aussi que Donald Trump son règne a été l'un des règnes où l'Amérique n'a pas osé tirer une seule balle contre un État dans un État où que ce soit dans le monde. Et c'est l'un des rares présidents américains, qu'il soit républicain ou qu'il soit démocrate, qui s'est beaucoup rapproché des pays comme la Russie, qui s'est beaucoup rapproché des pays comme la Corée du Nord, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, Donald Trump est totalement opposé à la guerre en Ukraine. Par contre, on sait le chantage médiatique, le chantage diplomatique et même économique que les États-Unis utilisent aujourd'hui pour entretenir la guerre là au niveau de l'Ukraine par rapport aux Européens. Parce qu'en réalité, que l'Ukraine tombe entre les mains de la Russie, ce n'est pas le problème des Américains. C'est les Européens qui sont exposés. Et donc, les Américains, surtout les lobbies américains, utilisent ça comme un chantage diplomatique pour assujettir l'Europe. Alors, si l'Amérique n'est pas capable de protéger un seul individu, on vous dit le bâtiment était assis, enfin c'était environ à 120 mètres. Oui. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez l'angle de tir, qui a été fait par ce jeune homme, Thomas Mathieu Crooks, un jeune de 20 ans, qui est né pratiquement en 2004. On ne comprend même pas déjà la psychologie de cet enfant. Mais vous regardez la trajectoire de la balle, vous analysez avec les vents contraires et la présenter la balle, vous remarquerez que on ne peut pas automatiquement... Il y a des thèses qu'on peut évoquer à partir de l'angle de tir, parce que si c'était quand même un attentat et puis qui était mené par quelqu'un qui avait été monté pour le faire, il n'aurait pas eu cet angle de tir. On se rend compte que ce jeune homme, il peut avoir agi de son propre chef. Mais même s'il a agi de son propre chef, pourquoi est-ce que ce bâtiment avait été mis hors de la portée de sécurité? Parce qu'il était hors du périmètre de sécurité de Donald Trump. Oui. Est-ce à dire qu'on a négligé cela de façon... Et c'est parce que c'est la police ordinaire qui était chargée, n'est-ce pas, de garder ce bâtiment. Oui. Comment est-ce que ce jeune homme a pu faire pour traverser les infrarouges? Parce que vous rappelez que les Américains ne font pas le contrôle comme chez nous. Ils ont tous les mécanismes pour détecter ma base, n'est-ce pas, des infrarouges et autres rayons X.
Mais qu'il ait traversé la voie, il est quand même venu de quelque part. Et à la fin, quand on là-bas, qu'est-ce qu'on veut par là dire? On veut avouer par là qu'on était incapable d'anticiper. Si c'est le cas, ça nous rappelle le cas de Frigida Kennedy. Vous savez que c'est de cette façon qu'il avait été abattu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été capable de retracer, n'est-ce pas, qui a été son meurtre. Donc, les Américains montrent là leur fébrilité. Et c'est ce qui peut donc reconforter les Africains qui pensent que personne ne peut être plus proche de la souveraineté des Africains que les Africains eux-mêmes, au travers de la mutualisation des forces, qu'elles soient militaires, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des géostratèges en Afrique qui peuvent permettre à ce que les Africains puissent élaborer des stratégies qui permettent, n'est-ce pas, de sécuriser les États, non pas toujours compter sur les gens qui sont incapables eux-mêmes de monter la garde chez eux. Donc, Dr Confrançois, vous écoutez, on comprend clairement que l'Afrique devrait rompre justement ses relations sécuritaires ou alors militaires avec les États-Unis d'Amérique, puisqu'elle a démontré sa faiblesse. Et elle l'a d'ailleurs démontré dans le temps avec justement ces différentes opérations menées sur le sol africain. Aujourd'hui, comment est-ce que les Africains devraient se comporter face à une puissance telle que les États-Unis d'Amérique quand cela voudrait intervenir, que ce soit militairement ou sur le plan de la sécurité dans les pays africains? La difficulté avec ce genre de situation, c'est que les États-Unis n'agissent pas seulement sur le plan militaire pour assujettir les nations. Vous aurez par exemple les firmes pharmaceutiques. Nous, on refuse de mettre en œuvre des potions traditionnelles capables de soigner le palu, capables de soigner la tuberculose, capables de soigner les hémorroïdes et tout ce que vous pouvez imaginer. On va vous dire que pour que vous puissiez le faire, il faut avoir l'agrément, l'homologation, soit d'abord l'agrément du ministère de la Santé publique, et plus loin, il faudrait que l'OMS vous attribue un certificat qui dit oui, ce produit. Et ce qui veut dire que nous avons très bien envie que le chef d'État nous écoute et comprenne que nous avons toutes les capacités sur place, de monter notre propre sécurité. Mais maintenant, je ne vais pas aussi dire que établir les relations sécuritaires entre nous et les États amis serait mauvais. Sauf que se détacher totalement d'eux, il faudrait qu'on ait la capacité de créer les alternatives. Justement. Si vous dites par exemple aux Américains, on ne veut plus de vous, même sur le plan de la coopération, ils vont vous dire, d'accord, ils vont appeler les Français, les dire, débattez pour monnaie. Or, vous savez que aujourd'hui, par exemple, pour nous qui sommes en Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA est battu, enfin, je crois, chamalière. Dès demain, si on ne peut plus produire de l'argent, on va payer les fonctionnaires de l'Afrique centrale, zone franche, comment? Donc, il faudrait qu'il y ait des émancipations. On ne va plus nous octroyer, n'est-ce pas, des aides sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique, sur le plan de la formation. Il y aura donc du chantage diplomatique qui va entrer en jeu et qui va obliger l'État à s'assujettir. Voilà pourquoi je voulais dire au départ que nous ne pouvons arriver à ce stade que si nous appelons à nous émanciper tout au travers des autres secteurs de la vie. C'est-à-dire qu'on a vu le cas du Covid. Beaucoup de malades camerounais africains ont été soignés rien qu'en observant et en prenant des potions faites sur place, sans passer par les anti, n'est-ce pas, rétro, je vais dire, comment on appelle ces remèdes contre le Covid, ces vaccins contre le Covid. Oui, les vaccins. Beaucoup ont été guéris sans prendre ces vaccins. Donc si on peut, nous aussi, les Africains peuvent s'émanciper en essayant d'établir leurs propres ressources capables de vivre sans l'aide étrangère. À ce moment-là, on va donc dire totalement aux étrangers que voilà, si vous voulez venir chez nous, nous allons nous asseoir sur une table, on va s'entendre. Mais à l'heure actuelle, il serait difficile parce que beaucoup de nos chefs d'État, certains pensent que s'ils ne sont pas légitimés par l'étranger, ils ne sont pas les véritables chefs d'État. Et par conséquent, on leur fait du chantage. Alors, Dr Confrançois, pour sortir de cette thématique, vous êtes en train de nous faire comprendre que tant que les Africains dépendent toujours d'une manière ou d'une autre des puissances occidentales, ces puissances-là auront toujours une mainmise sur le continent africain. Mais vous voyez, même quand nous avons nos enfants à la maison, quand celui-là veut se démarquer dans le langage, il vous dit je parle comme le blanc. Quand il veut se démarquer dans l'alimentation, il dit je mange comme le blanc. Donc il y a encore ce mythe du blanc qui est dans notre subconscient. Ça veut dire que le travail de fond qui doit être fait n'est pas seulement sur le plan diplomatique,
même sur le plan éducatif. Oui. Il faudrait que les jeunes Africains sachent qu'ils ont une tête, un cerveau, une capacité intellectuelle. Et d'ailleurs, on n'a même plus besoin de le démontrer. Mais il faudrait que dans les livres aujourd'hui de nos jeunes enfants, qu'on leur montre que l'Africain a la capacité, tout comme le blanc, tout comme l'Asiatique, tout comme l'Européen, tout comme l'Américain, à pouvoir réaliser les prouesses, qu'elles soient mathématiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sportives, que ces prouesses peuvent être accomplies par les Africains. Et à ce moment-là, nous allons préparer une élite qui pourra avoir la capacité. Si aujourd'hui on voit ce qui se passe à la Confédération de l'AES, c'est parce que cette élite a compris qu'elle est capable de. Et il faut donc que ce soit une synergie au niveau de la zone franche et que les pays d'Afrique, surtout l'Afrique noire, puissent comprendre qu'elles peuvent s'en sortir sans toutefois aller toujours pleurnicher auprès des États européens. Tant que nous allons vers eux, ils vont nous imposer leur système de vie, leur mode de vie, leur stratégie, leurs biens, leur matériel. Et comme nous sommes allés vers eux, nous sommes obligés de céder. Et c'est donc comme cela que nous sommes toujours assujettis. Mais par contre, si nous commençons aujourd'hui à développer, on vous dit que l'Afrique, les ressources souterraines du sous-sol africain, par exemple, n'ont même pas encore été commencé à être exploitées. Imaginez-vous donc les énormes réserves que nous disposons. Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire demain? Mais si nous continuons à croire que ce n'est qu'au travers, il faut aller se former chez les Blancs, il faut aller mailler comme chez les Blancs, il faut aller chez les Blancs, on ne pourra jamais s'émanciper. Pour amener le sujet au plan sécuritaire, Dr Cole-François, comment est-ce que les Africains devraient se comporter pour sortir totalement de cette dépendance des puissances occidentales telles que les États-Unis d'Amérique ou encore la France qui, au fil du temps, démontrent leur faiblesse? Que les Africains comprennent que personne ne pourra les aimer plus qu'eux-mêmes et que les stratégies de sécurité doivent être élaborées dans nos propres états-majors. Et pour qu'on puisse y arriver, il faudrait que beaucoup d'Africains créent les écoles comme l'ENIA du Cameroun. Vous comprenez un peu qu'on ne soit pas toujours obligé d'aller former nos militaires à l'extérieur. Regarde le BIR, qui est une main séculière de l'armée camerounaise. Ces officiers, ces hommes de l'armée du BIR sont totalement formés au Cameroun et on voit les prouesses que ces hommes abattent au quotidien au Cameroun. Si ce genre de structures sont que dans les divers États et qu'il y a une coopération sud-sud entre les États, je suis très certain qu'on ne sera plus obligé d'aller vers l'étranger pour rechercher notre sécurité. Voilà, Dr Cole-François, nous allons nous arrêter là pour cette thématique. On va annoncer le deuxième sujet de cette édition de l'After News. Au Rwanda, Paul Kagame a été réélu président de la République avec 99,15% des voix. Son meilleur résultat depuis ses 24 ans à la magistrature suprême, celui qui a justement été celui-là qui a été considéré, je vous l'ai dit, par une grande partie des Rwandais comme étant celui qui a levé l'économie du pays, a été plébiscité une fois de plus par son peuple. Et on se demande bien si Paul Kagame serait ou alors est l'homme providentiel au Rwanda. On en parle après cet élément. Elles sont vraiment révolues des années d'un Rwanda au creux de la vague. Les pages du génocide sont définitivement tournées et voici une trentaine d'années que le pays préserve sa stabilité politique, marquée par un développement notoire. Une avancée que son président Paul Kagame place sous le signe d'une véritable libération. Au Rwanda, c'est seulement au cours des 18 dernières années que nous avons retrouvé la dignité et l'identité que nous avions perdues à 2 reprises. D'abord, pendant l'ère coloniale, et ensuite, ironiquement, au moment de l'indépendance. Le Rwanda a en effet au cours des 2 dernières décennies produit de bons résultats dans sa stratégie de développement économique, énergétique et de la réduction de la pauvreté. Le pays affiche une croissance annuelle d'en moyenne 7,2% et le PIB par habitant qui connaît une progression de 5%. Le gouvernement de Kigali, la capitale, s'est doté de grandes infrastructures. Le domaine de la santé, par exemple, a connu des avancées significatives, avec notamment l'espérance de vie qui a augmenté d'environ 10 ans par rapport à il y a 30 ans. Le Rwanda est un pôle de recherche par excellence, avec une pluralité de grandes universités. C'est l'un des pays d'Afrique subsaharienne à avoir atteint presque tous les objectifs du millénaire pour ce qui est de son développement. Il n'y a pas l'ombre aujourd'hui du moindre doute
que l'industrie du tourisme s'y développe. Investir dans le secteur de l'hôtellerie, ça va au-delà des frontières car le tourisme traverse les pays. Nous, on ne regarde pas seulement la capacité d'un pays, mais comme une opportunité internationale. Le Rwanda est un hub touristique dans la région et les gens voyagent de très loin pour venir découvrir cette région et donc, quand on finance un tel projet, on regarde au-delà du Rwanda. Le Rwanda, qui a ainsi refait sa mue sous la direction d'un homme, Paul Kagame, plébiscité une fois encore par son peuple le 15 juillet dernier. C'est à plate couture qu'il est venu à bout de ses deux adversaires lors du scrutin. Voilà, Paul Kagame a été réélu justement président de la République du Rwanda avec 99,15% des voix. Je le disais tout à l'heure et Colin Bekatal a bien fait de le rappeler dans son reportage. Dr Col François, le Rwanda sorti d'une guerre civile, on connaît l'histoire, le génocide rwandais entre Tutsi et Hutu. Aujourd'hui, le Rwanda est méconnaissable. Il y a eu des progrès significatifs sur le plan économique, sur le plan social. Le Rwanda, c'est tout autre chose, porté par un seul homme, Paul Kagame. Oui, mais il faut quand même d'entrée des jeux de dire que le Rwanda, c'est l'économie basée sur le tourisme. Oui. Même si on peut reconnaître que le Rwanda fait des efforts, des énormes efforts ces 30 dernières années, remarquons aussi que le Rwanda, quand même, c'est l'ambivalence entre le développement substantiel qu'on constate dans les grandes métropoles et la quasi-totalité abandon, n'est-ce pas, des zones rurales. C'est un peu le contraste qu'offre le Rwanda dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand vous allez dans les campagnes au Rwanda, vous avez la peine, n'est-ce pas, de savoir que vous êtes dans le même pays que lorsque vous étiez dans les grandes métropoles. Maintenant, est-ce que c'est parce que le Rwanda a été dirigé par Paul Kagame? Peut-être oui, peut-être non. Mais il faut quand même analyser le progrès ou le développement économique du Rwanda pose d'énormes difficultés. D'énormes difficultés parce que s'il faut reconnaître que le président Paul Kagame a réussi, surtout entre les deux premières décennies, n'est-ce pas, de son règne, c'est-à-dire qu'entre la première décennie, entre 2000 et 2010, où on a remarqué une fulgurante ascension, n'est-ce pas, dans le développement, n'est-ce pas, du Rwanda, parce qu'aujourd'hui, je crois, le Rwanda est l'un des rares pays africains où on fabrique le téléphone. Il faut quand même remarquer que depuis 2010, c'est presque la stagnation. D'accord? Malgré que c'est aussi dans l'intervalle de 2010 à 2020 qu'on a constaté que le Rwanda a pris de l'envol dans l'exportation, par exemple, du coltan. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, je voudrais dire que l'analyse de l'ascension économique du Rwanda pose problème. D'une part, on peut se poser la question de savoir d'où viennent les ressources qui permettent au Rwanda de se développer. Exactement. Maintenant, si on fait fi de l'origine des ressources, on s'est dit, si le Rwanda a réussi, quelle que soit l'origine des ressources, mais à capitaliser de sorte que le peuple rwandais qui gagne aujourd'hui est l'un des pays les plus propres en Afrique. Oui. L'une des villes, merci, l'une des villes les plus propres d'Afrique. Le Kigali est l'une des métropoles les mieux organisées sur le plan structurel. On peut donc se poser la question, pourquoi dans d'autres pays de l'Afrique, peut-être même l'Afrique centrale, sous mon regard, on n'est pas capable de faire les mêmes transformations qu'on observe au Rwanda? Je dis, mettons à part l'origine des ressources, mais regardons les retombées, parce que vous savez, les économistes vous diront qu'il y a une nette différence entre la croissance économique et le développement. Comment est-ce qu'on ne réussit pas à faire redistribuer les fruits de la croissance économique entre les différents ressortissants de l'État? Je prends le cas des Afriques centrales, où même dans les métropoles, on a de la peine à circuler parce qu'il n'y a pas de route. Et si vous partez regarder, le Rwanda est un petit État, je dis, en termes de superficie. Son PIB n'avoisine même pas parfois la moitié d'autres États de l'Afrique centrale. Sauf que on a l'impression que Paul Kagame a eu un bâton magique grâce auquel il a réussi à transformer son pays. Mais on va vous dire que le Rwanda, ce n'est pas un mastodonte en termes d'industrie. D'accord? Je pense que ceci dénote de l'amour qu'on peut avoir pour un État, de l'envie qu'on peut avoir de travailler, et même de la capacité qu'on a à établir les relations entre l'élite gouvernante et la population gouvernée. Parce qu'on ne
peut pas expliquer ça autrement. Ça veut dire que le Rwanda a réussi à associer son peuple. Parce qu'en réalité, on ne va pas développer le Rwanda avec les Camerounais. On ne va pas développer le Rwanda avec les Congolais. Ça veut dire que parmi les Rwandais, c'est temps où il y a les marchés publics. Et ils ont réalisé. Non seulement ils ont réalisé ce qu'ils ont donné au marché public, ont eu à veiller à ce que ce qui devait être fait a été fait. Et du coup, on peut donc se rendre compte quelques années plus tard que le Rwanda a pris un rôle parce que les Rwandais qui étaient la manette ont su qu'ils travaillaient pour les États. Oui. Donc là, c'est une première analyse qu'on peut faire et on peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui, on a de la peine à se rendre compte que Kigali est un État de l'Afrique subsaharienne. Voilà, Dr Cole-François, vous avez fait justement la nuance entre le développement du Rwanda avec certains pays en Afrique centrale. Est-ce que c'est une question de volonté politique ou alors c'est une question d'intérêt personnel? C'est les deux mélangés et on peut m'ajouter à cela même de l'incompétence. Vous savez, très souvent, les gens ne réalisent pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais vous voyez quelqu'un, selon lui, il a ressorti tout ce qu'il avait comme capacité à vouloir réaliser quelque chose, mais en réalité, en fin de compte, il se rend compte que la pierre qu'il a lancée n'a pas fait 1 mètre. Vous comprenez? Oui. On peut donc interroger la manière par laquelle les gens gagnent les marchés, le suivi. Mais écoutez, ce n'est pas le cas du Cameroun. On a quand même souvent vu au Cameroun des entreprises camerounaises appelées à ne serait-ce que réaliser quelques kilomètres de route dans nos métropoles au Cameroun. Oui. Vous voyez que c'est une société camerounaise qui travaille avec des Camerounais. Sauf que, 1 an plus tard, vous avez l'impression que cette chose n'avait jamais été travaillée. Et pourtant, même les délais contractuels qui voulaient qu'on décisionne un travail 2 ans après n'ont pas encore été écoulés. Mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Moi, je suis certain que même s'il y a eu un transfert de technologie au Rwanda, les Rwandais ont été mis à contribution pour développer leur État. Ils se sont donc dit, on n'a pas de Rwanda. Nous sommes des Rwandais, après nos enfants vivons ici, faisons quelque chose pour eux. Et je crois que quand vous regardez le score que Kagame fait, 99%. Quel que soit ce qu'on pourrait dire, le peuple rwandais doit se voir en Kagame, doit se lire dans la politique de Kagame, doit se retrouver dans la façon de faire de Kagame. Ils se disent, mais c'est l'homme qu'il nous faut plus que sur le plan politique. On voit, sur le plan, sur le plan politique, je ne suis pas un politicien, on peut peut-être juger qu'il a écarté, selon lui, les adversaires qui pouvaient lui tenir tête, mais il a quand même des adversaires. On a vu le score. Mais c'est sûr que même si ça avait été n'importe quel... Est-ce que vous remettez en cause, Dr Cole-François, la démocratie rwandaise? Non, vous savez que le problème de démocratie en Afrique, si vous me parlez de la démocratie rwandaise, selon les Européens, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème. En Afrique, nous n'avons pas été cultivés ici. Vous voyez, nous tous qui sommes ici, nous avons des villages. Nos chefs du village, on sait qui est chef du village, on sait qu'il est parti là que quand il mourra. Et on sait qu'après lui, voici la lignée royale. Donc, si c'est la démocratie sur le Rwanda, je n'ai pas entendu qu'on a empêché quelqu'un de voter au Rwanda. Je n'ai pas entendu qu'on a tapé quelqu'un, on a fermé les urnes, on a emporté les urnes. Les Rwandais sont exprimés lundi au 15 juillet, librement. Et les opposants ont reconnu leur défaite. Jusqu'ici, on n'a pas entendu les Rwandais, c'est pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas à la victoire de Paul Kagame. Et je disais que vous voyez que cela se rejoint parce que, quelque part, le développement économique, en fait, c'est qu'est-ce que les populations demandent à leur chef. Tout ce que les populations demandent à leur chef, c'est de leur apporter la possibilité de vivre tranquillement et avec des moyens qui les permettent d'aller se nourrir, se vêtir et de se soigner s'ils en ont besoin. Voilà, Dr Cole-François, c'est vrai que le temps nous tient à la gorge, il y a tellement de choses à dire. Je vais vous relancer avec cette autre question. On voit le Rwanda, vous le disiez encore tout à l'heure, un pays dont les richesses minières ne sont pas aussi grandissimes que d'autres pays en Afrique, mais qui a su capitaliser en fonction des ressources qu'elle avait. Si certains pays africains qui, riches qu'ils sont en ressources minières, pouvaient utiliser la même stratégie que le Rwanda, c'est-à-dire capitaliser avec ce qu'on a pour être grand, est-ce que vous pensez que les pays changeraient? Oui, mais on ne va quand même pas éluder le fait que le Rwanda, qui exporte, qui est l'un des plus grands exportateurs du coltan, parfois, quand on fait le bilan de fin d'année, on se rend compte que le Rwanda a exporté le coltan plus qu'il n'en dispose. Mais si vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas ça le problème. Quelqu'un d'autre fait cela ailleurs en Afrique, mais on ne voit pas les retombées
sur le plan justement. Quel est donc le problème? Le problème, c'est que les États africains doivent se doter des dirigeants qui se soucient un tout petit peu de leur bien-être. Regardez un peu ce qui se passe à la Confédération du Sahel. Vous voyez des jeunes qui ont envie de voir le pays s'émerger. J'ai suivi un jour le discours du capitaine Ibrahim Boubacar. Ibrahim Traoré, merci. Alors, je crois que c'était lors de la 62e fête de l'indépendance. Il dit, parlant aux agriculteurs, il dit, mon projet de 2024, parce que c'est en fin d'année, je crois que c'était au mois d'octobre ou de septembre, il dit, mon projet de 2024, c'est que ces terres où nous sommes, où on a dit qu'on doit cultiver le riz, on doit cultiver le blé, ces terres doivent être capables de produire ces aliments. Si chaque chef d'État pouvait ainsi prendre des engagements et donner des moyens pour que son pays soit émergent, vous voyez que nous aurons, par exemple, je ne sais pas le cas du Cameroun que je connais mieux, nous aurons par exemple les régions à thématique. Qu'est-ce que j'attends par région à thématique? Les régions à thématique, c'est les régions où on disait par exemple le sud-ouest du Cameroun peut avoir pour thématique l'élevage, je veux dire la pêche. Oui. C'est-à-dire que la mission de la région du sud-ouest, c'est de produire assez de ressources halieutiques pour l'ensemble du pays et si possible pour les exportations. On va peut-être à la Damawa, on dit le thème de la Damawa, c'est la production du maïs. Et ainsi de suite, vous verrez que si les dirigeants de nos États peuvent aller réfléchir ainsi, on n'a pas besoin de 10 ans. Tous les États africains seront développés et on n'aura pas besoin d'aller se chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que ces actions créeraient automatiquement de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Et ça nous obligera à aller à la transformation. Or, vous savez que dès qu'on commence à transformer les ressources naturelles, on est donc capable de commencer à penser à l'industrialisation. Mais écoutez, on a des États africains aujourd'hui où vous avez sur 24 heures, vous avez 2 heures de disponibilité électrique. Quand on fait les bilans énergétiques dans certains États, on a du mal à croire que ces gens-là vont pouvoir se développer un jour. Je pense que ce que nous voyons au Rwanda, ne serait-ce que parce que cet homme qui est à la tête du pays a envie, même s'il est allé arracher ailleurs, mais il le fait pour que son pays soit émergent. Il le fait pour que le bien-être soit le véhicule quotidien des Rwandais. Et les Rwandais, je ne sais pas si le petit Rwandais qui est dans les petites banlieues de Kigali a besoin de savoir d'où vient l'argent. Mais s'il est capable de rouler sur une route propre, il est capable d'avoir la lumière 24 heures sur 24, il est capable de se nourrir et d'aller à l'hôpital se faire soigner sans qu'il y ait le rendement de ci ou de ça. Je crois que c'est tout ce qui demande à aller chez l'État et c'est ce que tous les Africains demandent à leurs dirigeants. Voilà, Dr Col François, ça a été très bien dit. Et voilà qui justement va mettre un terme à cette autre édition de l'Afta News. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas. Afta News, c'est tous les vendredis à partir de 15h30 sur Global LTV. Et Dr Col François, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci Pythagore. Voilà, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de l'Afta News. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Global LTV. À bientôt.